On va démarrer. Gaël, t'es OK? Ouais, c'est bon pour moi. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin pour parler d'un sujet vaste et structurant sur les enjeux de la donnée de santé et de son environnement concurrentiel dans l'accès au marché de demain. On est normalement trois, pour l'instant on est deux en ligne. On a Nicolas Desmureaux qui devrait nous rejoindre s'il arrive à régler ces petits problèmes techniques. Donc moi, je suis Martin Blachier, je suis médecin de santé publique, un associé fondateur du cabinet Public Health Expertise. Je suis spécialisé dans le market access et on a une grosse activité de data et de real world evidence. Et donc, je suis avec Gaël Ishri. Gaël, je peux te laisser te présenter. Ouais, merci Martin. Donc Gaël Ishri, avocat associé au sein du cabinet Magenta. Je suis spécialisé en droit de la concurrence et en particulier dans le secteur pharma, ainsi que dans le market access et la régulation économique des produits de santé, et initiateur de cette matinale avec Martin sur justement matinale dédiée au market access et la régulation économique des produits de santé. Exactement. Donc moi, dans une première partie, je vais essayer d'introduire un petit peu les propos suivants, notamment celui de Gaël sur les sujets très juridiques de partage. euh, je vérifie juste, je vais faire rentrer les derniers inscrits. De partage, de partage de données. Et pourquoi c'est extrêmement important? Parce que très probablement, dans le système de santé de demain, la donnée va être au cœur du pilotage des systèmes de santé, notamment les systèmes de santé environnementaux. Et j'aime bien mettre cette diapositive souvent sur l'entrée de mes topos, parce que ce value-based healthcare dont vous avez tous peut-être entendu parler est un peu la théorie qui date des années 2000, qui drive l'évolution des systèmes de santé. Alors, pas uniquement les sujets industriels ou liés aux médicaments, aux dispositifs médicaux, mais l'intégralité des systèmes de santé avec trois axes principaux qui sont axés sur l'implication des patients et des patient outcomes, donc c'est-à-dire mettre la donnée patient au centre du pilotage du système de santé. Et effectivement, en France, c'est la priorité de la HAS. Donc, on le voit notamment pas forcément sur les sujets d'évaluation HTA, mais plutôt sur des sujets d'offre de soins. Donc, on est vraiment sur une dimension très forte. La deuxième forte dimension, c'est de raisonner par parcours et pas forcément par activité. Et on voit que l'évolution des systèmes, notamment des financements des systèmes de santé, va dans cette direction-là. Et on voit que la France a fait un mouvement, enfin, il y a un mouvement qui a été annoncé sur un peu un changement de financement du système de santé français avec un modèle totalement basé sur l'activité qui devrait évoluer vers un système hybride qui va inclure un peu du bundle payment, donc et de la qualité, mais donc des sujets qui sont très liés aux données. Et la troisième grande dimension de cette évolution value-based healthcare du système de porteur du value-based healthcare, c'est de surfer sur euh, tout ce que le digital peut apporter et la capacité qu'on aura à recueillir de la donnée patient en permanence. Et donc, ce changement, finalement, est accéléré par cette transformation technologique. Et on voit en France, il y a eu la création de Mon Espace Santé Numérique, qui, finalement, va être le contenant de cette évolution. Donc, ça, ce sont les grands axes qui vont driver le changement du système de santé. Donc, c'est sur ce troisième axe qu'on s'intéresse en particulier aujourd'hui. Et donc, ça pose un certain nombre de problématiques. Les problématiques sont que on considère aujourd'hui que le système de santé, finalement, pêche par des retours d'utilisateurs, des retours d'expérience permanents. Il y a plein d'autres secteurs que la santé qui se nourrissent en fait de retours utilisateurs et la santé pas énormément. Et pourtant, les nouvelles technologies sont en train de totalement pénétrer le système de santé, notamment avec tout ce qui est device, mais également avec toute la santé connectée qui nous permet de recueillir de la donnée. Donc, en fait, on a les outils technologiques pour le faire. On sait que ce serait bénéfique pour le système de santé parce que c'est inclus dans un concept théorique qui est tout à fait cohérent et accepté de la plupart. On a des systèmes de santé qui ont accepté d'aller dans cette direction, mais ça pose un certain nombre de problématiques. Comme la première problématique, qui est d'apprendre à rentrer des PROM et des PREM, c'est-à-dire des données patients, dans le système de collecte de données qui n'était pas tout à fait totalement inclus dans le système de real-world evidence tel qu'il existait aujourd'hui.
Ensuite, le deuxième grand changement qu'il va falloir opérer, c'est assurer la transparence des résultats envers tous les acteurs, puisque l'idée, c'est bien que les acteurs, les soignants, mais aussi les industriels et aussi tous les autres acteurs de la société qui pourraient être des parties prenantes dans la santé, puissent avoir accès à ces données et reconnaître la valeur de ces données. Or, vous savez qu'il y a tout un tas de données de santé différentes, je le remontrerai dans une diapositive après, qui ne sont pas tout à fait cohérentes les unes avec les autres. Donc, si on a plein de sources de données qui ne sont pas cohérentes les unes avec les autres, on empêche ce système un peu vertueux de se mettre en place, de retour d'expérience du value-based healthcare. Et ensuite, il va falloir apprendre à utiliser ces outils de santé, parce qu'il y a plein de secteurs où finalement le numérique a complètement pénétré les usages. Ce n'est pas du tout le cas en santé. Chez les soignants un petit peu, parce qu'ils ont appris à utiliser des outils, mais chez les patients, pas du tout. Et donc l'idée, c'est aussi d'incentiver les patients pour qu'ils participent à ce recueil de données dans le cadre de ce value-based healthcare. Donc, ça a des impacts pour toutes les parties prenantes dans la santé. Ça a des impacts pour les autorités de santé parce qu'il va falloir qu'elles mettent en place à la fois un système sécurisé et de transparence, c'est-à-dire qu'il faut collecter de la donnée, il faut que tout le monde puisse y avoir accès, tout en respectant la confidentialité des données de santé. Il faut aussi des modèles de recueil de données qui soient relativement standardisés pour pas qu'on ait un foisonnement de multitudes de petits patchworks de bouts de données qu'on n'arrive pas à mettre en cohérence. Et ensuite, il va falloir à un moment des mesures incitatives pour que ces mesures soient collectées de façon systématique. Pour les soignants, il va falloir qu'ils y croient, il va falloir qu'ils soient convaincus de cette nouvelle manière de fonctionner des systèmes de santé, et puis il va falloir qu'ils aient un bénéfice, il va falloir trouver un moyen de les encourager à participer et à encourager leurs patients à participer. Les patients, il va falloir qu'on les forme à utiliser ces outils numériques, et donc il va falloir qu'on les motive aussi et qu'ils comprennent l'intérêt de remonter de la donnée dans l'amélioration du système de santé et de la qualité des soins. Et ensuite, l'industrie pharmaceutique, il y a des vraies problématiques juridiques. On y viendra, je viendrai un peu après, puis surtout, c'est Gaël qui va y revenir de façon beaucoup plus détaillée. Un autre point aussi important, c'est que la data n'est pas l'évidence. On parle tout le temps, on sait que dans les laboratoires notamment, on a des départements qui sont real world evidence, et donc ce n'est pas un département qui ne font que collecter de la data, bien au contraire. Sur le graphique de gauche, je vous montre la totalité des data qui existent. Donc on a les data, comme je vous dis, des objets connectés, on a les registres, on a les données de l'assurance maladie, on a les medical records, on a les données des hôpitaux, on a les données des pharmacies. Donc, on commence à avoir de plus en plus de sources de données qui ne sont pas toujours faciles à mettre en cohérence les unes avec les autres. Et donc, la real world evidence, c'est vraiment la science de prendre de la data, de connaître la source de la data, savoir comment elle a été collectée, et puis ensuite de savoir l'interpréter et la mettre en musique avec toutes les autres données qui existent. Et c'est là que c'est plus compliqué. Et plus on avance, en fait, plus finalement on a de données, et plus la partie complexe, c'est l'interprétation de ces données de vie réelle. Puisqu'en plus, si on ne fait pas le travail de mise en musique et d'interprétation, c'est même la notion de données collectées comme ça au fil de l'eau en vie réelle qui va être mise à mal, puisqu'on va revenir sur les anciens schémas de dire c'est de la donnée de mauvaise qualité, la seule donnée qui existe, c'est la donnée dans les études cliniques. Et donc, on reviendra sur un système où on fera des toutes petites preuves sur des études cliniques et on n'aura pas du tout ce système vertueux de retour d'utilisateur cher apporteur dans son value-based healthcare. Donc en France, on a un environnement real-world evidence dynamique. Ça, c'est un des domaines sur lesquels la France a pris un petit peu d'avance. Donc on a énormément d'initiatives et des initiatives d'envergure sur la donnée de santé. On a la FIAC, on a l'INCa qui a mis en place un certain nombre de registres. On a le Health Data Hub, on a des registres Unicancer. Bon, là, on vous a fait un peu un panorama des grandes initiatives qui existent. Mais en tout cas, la France s'est donné les moyens d'avoir des grands entrepôts de données de santé. Et donc, il faut aller au bout, parce que si jamais on a des entrepôts de données de santé et qu'on n'oriente pas notre système de santé sur le value-based healthcare, ça veut dire qu'on aura dépensé énormément d'argent pour avoir des données, mais on n'aura pas été jusqu'au bout. Donc, ça veut dire qu'on aura des données et le système de santé n'en profitera pas. Donc, il est extrêmement important d'aller au bout de cette démarche. C'est pour ça que je revenais au départ sur le value-based healthcare, sur l'idée de l'intérêt de collecter de la donnée de vie réelle en permanence. C'est bien au-delà des problématiques de market access. C'est totalement structurant pour le système de santé.
Là, c'est un exemple aussi pour vous montrer toutes les bases de données qui sont mises petit à petit dans le Health Data Hub, qui est une structure tout à fait efficiente dans le cadre d'une utilisation beaucoup plus large de ces données en vie réelle. Vous voyez toutes les données qui ont été intégrées. Donc après, en termes de market access, de façon plus directe pour vous, les choses qui vous intéressent, on peut parler de l'accès précoce. Donc l'accès précoce, c'est quelque chose qui a un petit peu transformé quand même les stratégies de market access, notamment pour toutes les maladies rares ou les pathologies d'onco-hémato. Et donc cet accès précoce a aussi pu exister parce qu'on avait cette idée de recueillir de la donnée, et donc on peut avoir un accès avant l'AMM ou avant la négociation, que ce soit une AP1 ou une AP2, avec un laboratoire qui s'engage à collecter de la donnée de vie réelle, avec des données de mortalité et des données d'efficacité, donc de la morbimortalité, mais aussi, et là, le processus d'accès précoce insiste là-dessus, le recueil de données de qualité de vie par autoquestionnaire, c'est-à-dire des PROM. Et donc, on a déjà la stratégie Market Access qui est impactée par cette idée d'avoir la capacité de recueillir des données en vie réelle. Et dans ce que proposent les agences gouvernementales sur ce recueil de vie réelle, vous voyez qu'il y a, bon, ça c'est quelque chose que vous connaissez très bien, il faut être OK avec la réglementation CNIL, il faut passer des conventions avec les centres d'accord, il faut des autoquestionnaires avec des qualités de vie. Donc là, on voit que le PREM, donc on revient dans la théorie de Porter, on voit que le PREM revient au centre de ce value-based healthcare. Et puis ensuite, il faut transmettre les données pour que tout le monde puisse y avoir accès. Et enfin, souvent est encouragé l'accès à des bases existantes. Donc là, on est dans l'idée qu'il faut être cohérent à tout prix. Tiens, Gaël, on te voit. Je voulais vous donner un exemple assez intéressant de la façon dont... Ah, attendez, je vais juste accepter les quelques personnes qui attendent. C'est un exemple en fait assez caractéristique et dont on a beaucoup parlé et qui a beaucoup été commenté sur le real world evidence. Donc vous savez que les deux premiers CAR-T sont les CAR-T qu'on mettait dans le lymphome B à grandes cellules, Gilead et Novartis, Kymriah et Yescarta. Et donc ce sont deux CAR-T, donc vous savez que c'est des thérapies très particulières, c'est de la thérapie cellulaire qui mélange la thérapie cellulaire et la thérapie génique. Ce sont des cellules qui ont été modifiées génétiquement pour s'attaquer à la pathologie cancéreuse. Et donc, ils sont tous les deux arrivés avec des études monobras, avec des taux de réponse qui étaient assez importants, qui étaient très différents entre les deux traitements. Et chacun réclamait être plus efficace que l'autre en expliquant que c'était parce que c'était des populations qui étaient tout à fait différentes. Et chacun avait fait une MAIC. Alors la MAIC, c'est une comparaison indirecte sur une étude monobras que vous avez, que vous appareillez à un échantillon de patients que vous aviez suivis mais qui n'étaient pas inclus dans l'essai. Donc, c'est un bras contrôle extérieur. Et donc, vous appareillez en fait ces patients avec votre étude monobras. Et chacun avait fait sa MAIC et considérait qu'il était meilleur que l'autre. Donc, il y a une première évaluation et on avait demandé aux deux laboratoires qui avaient sorti ces CAR-T-cells d'inclure des patients dans le registre qui s'appelle DESCAR-T. Et donc, les patients ont été suivis. Il y a une première réévaluation qui a porté sur ces registres, qui n'a pas changé qui n'a pas changé les ASMR respectivement 3 et 4 des deux CAR-T. Et puis ensuite, il y a eu une analyse académique qui a été publiée dans Nature Medicine, donc vraiment une étude de très grande qualité, qui a été faite sur la base de ce registre, avec un propensity score matching, parce qu'on est dans des données de vie réelle, donc c'était non randomisé. Et donc, vous avez la courbe que vous avez en bas à droite qui montre qu'en OS, effectivement, vous avez une vraie différence. Et ça, c'est assez intéressant parce que c'est typiquement un process market access où il y a eu un accès très rapide au traitement, où on a eu en permanence finalement un débat pour savoir, c'est toujours ce dont on a peur avec la real world evidence, c'est que finalement il n'y ait pas de juge de paix et qu'on puisse interpréter les données de façon très différente. Et là, je trouve que l'issue est assez intéressante puisqu'on finit par une donnée extrêmement solide, publiée dans une très très bonne revue, où on dit, bah voilà, on fige les choses, et finalement ce résultat qui a été obtenu sur Descartes, c'est publié dans Nature Medicine, c'est le registre français,
est la meilleure donnée en termes de comparaison d'efficacité des 2 plus grands quartiers qui sont commercialisés aujourd'hui. Donc, c'est vraiment une success story de dire on n'a pas eu effectivement le niveau de preuve maximum tout de suite, on a eu un certain débat, on a eu à la fin de la reward évidence de qualité qui nous a figé finalement la valeur de l'un par rapport à l'autre, et en plus, c'était cohérent avec ce qu'on pensait au départ. Et donc, on est totalement dans ce qui pourrait être le market access de demain. Et donc, vous voyez qu'il est quand même très basé sur le real-world evidence qui finalement a pris le lead sur la donnée initiale, qui est plutôt une donnée exploratoire monobras sur ces 2 quartiers. Donc, je trouve que c'est un bon exemple de l'évolution du système et on est dans la théorie de Porter. Et donc, après, il faut aussi que le market access s'adapte et puisse être beaucoup plus agile qu'il l'était auparavant. Donc là, je vous ai remis la HAS considère que la donnée de vie réelle est évidemment utile pour mesurer l'efficacité, notamment sur l'efficacité et la tolérance, donc le fameux rapport efficacité-tolérance, mais aussi pour mesurer d'autres indicateurs qui vont s'inclure dans d'autres types d'analyses, notamment l'impact organisationnel et les données médico-économiques. Donc en plus, l'avantage, c'est que cette donnée en vie réelle permet d'alimenter tout type d'évaluation, que ce soit la médico-technique, mais aussi l'organisationnelle, la médico-économique. Et donc, ça peut amener encore plus de subtilité dans l'agilité des processus market access. Et on voit que cette donnée de real-world evidence, plus finalement l'évaluation va avoir différentes dimensions, plus elle va être importante dans le process. L'article 54, on ne pouvait pas faire ces slides sans en parler, donc ça continue d'aller dans le sens de ce que je vous disais, avec pour les thérapies très innovantes, l'idée finalement que le prix par patient est tellement élevé qu'il y aurait finalement un upfront payment qui serait fait capé sur la première année et qu'ensuite les paiements seraient étalés sur plusieurs années en fonction d'un résultat clinique. Donc on voit encore que la real-world evidence va avoir une place prépondérante et extrêmement importante et je veux dire quasi vitale pour les industriels qui commercialisent ce type de thérapie. Et on voit l'importance d'avoir de la transparence, d'avoir des données qui sont non discutables, de bien connaître les sources de données pour pouvoir les interpréter. Et donc tout ce mouvement que je vous décrivais jusqu'alors devient encore plus important pour les traitements qui passeraient par ces articles 54 dont les contours ne sont pas encore totalement dessinés. Bon, ça, c'est la HAS qui met en avant 2 choses particulièrement importantes dans le recueil de données en vie réelle. C'est donc c'est cohérent avec ce que je vous disais, le bénéfice patient. Donc, on ne peut plus avoir de données real-world evidence sans avoir des prem et des proms. Essayer d'uniformiser la nature des données, donc toujours aller du plus simple au plus compliqué. Donc, essayer de voir si on peut répondre aux questions posées avec les bases existantes. On voit qu'il y a un environnement qui est quand même foisonnant. Et puis, au dernier recours, faire de la collecte ex nihilo de données, mais ce n'est pas forcément ce qui est poussé par la HAS, aussi parce que ça demande de re-rentrer dans la compréhension de la collecte de données, tous les biais qui sont possibles, alors qu'avec les registres existants et les bases existantes, on a l'habitude de les utiliser et puis on peut comparer à d'autres analyses qui avaient déjà été faites. Bon, ça, c'est juste un petit graphique pour vous montrer qu'effectivement, la real-world evidence est en plein boom. Je crois que le Covid a encore plus montré parce qu'on a pris des décisions très importantes essentiellement sur des données de real-world evidence. Donc, on voit qu'on peut le faire. Et donc, je pense qu'effectivement, ça va être une partie de l'avenir de nos sujets market access prochains. Voilà. Donc, Gaël, je vais te passer la main. Si tu veux, je départage pour que tu Bon, puisses. je vois que Nicolas a réussi, pardon, à se connecter. Donc, peut-être qu'il pourrait. se On le présenter. voit. Magnifique. Bonjour à tous et à toutes. Je suivais avec attention les interventions et les commentaires de Martin. Pardon pour ce léger retard dû à un problème technique indépendant de notre volonté, comme on disait déjà à l'époque de l'ERTF. Martin, tu peux arriver à laisser la main Je te laisse la main. à Nicolas, du moins, pardon. Sinon, Nicolas, prenez la main et partagez votre écran. Alors, hop, partageons. Alors, malheureusement, je n'ai pas l'option de partage qui est activée pour le moment. Et vous m'envoyez bien navré. Je peux activer mon micro et ma caméra, mais je ne saurais partager mon écran. Et j'en suis navré. Teams, c'est contre nous là ce matin. Peut-être Martin, si tu peux reprendre la main sur le doc.
Donc ça, ce sont tes diapos. Donc je suppose qu'il faut que j'aille sur les autres. Dites Nicolas, et après je suis vos instructions. Parfait, merci infiniment Martin pour la coordination. Donc je vais maintenant aborder un autre sujet qui est davantage tourné vers la protection de la donnée sous l'angle du cadre national européen de protection des données. Et je vous propose, Martin, si vous voulez bien, je lèverai la main chaque fois qu'il faut changer de slide, ce qui sera peut-être plus simple pour que les uns et les autres qui nous suivent aient une explication fluide, même si cette gesticulation n'est pas forcément des plus commodes. Donc, on va pouvoir commencer, si vous le voulez bien, en abordant les différents points que nous allons suivre, vous et moi. Sur le cadre national européen de protection des données, jusqu'à maintenant, le législateur, qu'il soit national ou qu'il soit au niveau supranational, a mis en place des règles établissant un équilibre très tendu autour des droits et des obligations en ménageant les intérêts de toutes les parties prenantes. Le premier intérêt, c'est celui du patient ou de la patiente. Ces personnes qui sont les personnes directement concernées par la collecte doivent voir leurs droits et obligations fondamentaux respectés, leur droit à la vie privée protégé. Je n'apprends rien à personne ici dans ce webinaire. Ce même cadre a mis en place également un principe de circulation de la donnée qui était espéré pouvoir faciliter le transfert des datas entre les différents lieux de stockage et de traitement afin de stimuler l'innovation, de générer un partage de la valeur et de faciliter les échanges entre les différents acteurs de la santé, qu'il s'agisse des établissements publics, des promoteurs, des partenaires industriels, des startups ou des grands groupes, indépendamment de leur taille, de leur qualification juridique ou de leur contenu. L'accès à la donnée devait être facilité par le règlement général sur la protection des données de 2016. Et donc cet équilibre tendu, c'est ce par quoi je vais commencer avec vous, en expliquant quels sont les différents outils de conformité qui permettent de ménager l'équilibre des forces entre les parties prenantes, y compris en internalisant une partie de la contrainte dans les documents de conformité. Ce petit rappel nous permettra ensuite de voir quelles sont les évolutions qui sont attendues dans l'avenir, avec une projection sur les quelques mois qui viennent et le futur. J'espère ne pas faire œuvre de prophétie, ne pas me transformer en Cassandre, mais je crois qu'il y a un certain nombre de rendez-vous qui sont importants dans le courant de l'année 2023 et qui sont l'objet du deuxième point que j'ai traité avec vous dans ce webinaire. Donc commençons, si vous le voulez bien, par l'équilibre qui est celui espéré par le cadre national. Martin, si vous voulez bien, merci. Passer au premier point. Lorsque un projet de recherche est présenté à l'ensemble des parties prenantes, il doit identifier clairement les données qui seront au cœur du processus de création de ce projet comme de son exécution. Que l'on soit au moment de l'acquisition du pré-projet ou dans la phase de post-mortem, il y a un certain nombre de règles à respecter qui concourent à fonder le cycle de vie de la donnée. Et pour mettre en place un projet de recherche en santé, ici à la PHP, auprès des startups que nous accompagnons, nous devons identifier nécessairement un certain type de données que je vous ai mis dans l'encadré central. Bien sûr, les premières, les plus importantes, ce sont les données de santé qui apparaissent en rouge sur l'écran. Ce sont des données particulièrement sensibles et qualifiées comme telles par le cadre national et européen précité. Et en tant que telles, elles doivent faire l'objet de mesures de protection renforcées. Et cette protection va commencer par un principe qui est un principe d'interdiction de la collecte. Vous le retrouverez à l'article 9 du RGPD. Les données de santé ne sont pas des données comme les autres. On ne peut pas, en principe, les requérir ni les enregistrer, car elles ont un tel degré d'intrusivité dans la vie privée des personnes que leur sensibilité, leur collecte se trouve par principe interdit. Il faut se fonder donc sur un régime d'autorisation qui est un régime plus d'exception, article 9, paragraphe 2 du RGPD, qui liste les cas dans lesquels des données de santé peuvent être requises et inscrites dans un projet.
Et pour que ces données soient collectées en conformité avec la législation, on verra qu'un projet de développement, d'innovation en santé fait partie des exceptions. Ça ne donne pas une autorisation automatique, mais ça permet aux autorités nationales, aux autorités de régulation et à l'ensemble de l'écosystème public de vérifier, de s'assurer que les données de santé sont enregistrées de manière à respecter un minimum de garanties. Il y aura bien sûr dans le projet de recherche d'autres données qui vont se mêler et se dispatcher à l'intérieur de ce projet. S'il s'agit de données de simulation, en vert sur l'écran, ça ne pose absolument aucune difficulté puisqu'il s'agit de cas fictifs qui permettront l'entraînement d'algorithmes, de robots, de solutions de santé. Les données de simulation elles-mêmes n'appellent aucune intrusivité dans aucune vie privée que ce soit. Il n'y a pas de débat sur cette question. Par contre, il y a une zone grise sur des données qui sont des données futures, des métadonnées, des données qui vont être des données d'enrichissement, les données cliniques. Elles sont mélangées au projet, sont parfois générées par celui-ci, et bien souvent, les différents acteurs de l'innovation en santé ont du mal à se dépêtrer et à les intégrer dans leur processus de classification. Il faut donc suivre de ce point de vue une méthode qui va permettre la qualification des traitements, la qualification de la donnée et au jour le jour tenir des registres, mettre les documents de conformité à disposition des personnes intéressées, des personnes concernées, les transférer si besoin est pour vérification visa et approbation à l'autorité de régulation. Donc, pour pouvoir se faire, il faut bien sûr qu'un ensemble d'informations soit donné à chacune des personnes concernées. Lorsqu'un projet de recherche inclut des investigations cliniques ou des essais cliniques, une notice d'information patiente est donnée aux personnes qui vont participer à l'essai. S'il s'agit de collecter des données de santé en dehors de ce process, le consentement et le contrat lui-même ne seront pas suffisants. Il faut bien évidemment donner aux personnes concernées l'ensemble des droits qui figurent dans la loi informatique et liberté, le RGPD. Vous connaissez cela très très bien. Mais ce qui est mal connu de la part des acteurs et les difficultés auxquelles nous sommes confrontés sur le terrain, c'est le respect principalement du principe de minimisation, qui implique que les acteurs de l'innovation ne doivent prendre que les datas qui sont évidemment et strictement nécessaires au bon accomplissement du projet. Et là, on est confronté vraiment à un enjeu majeur. Parce que dans une innovation en santé, bien souvent, le porteur de projet ne sait pas exactement quelles sont les données dont il va avoir besoin et celles qui pourront ensuite enrichir son activité. Il a souvent une conception très intuitive de la donnée et a tendance à vouloir récolter un maximum d'informations. Ce que faisant, il va se heurter bien sûr au contrôle des autorités qui lui rétorqueront que le projet en question est mal calibré, mal dimensionné, trop large. Et comme le disaient nos grands-mères, qui trop embrasse mal étreint, le projet pourra être retoqué du seul fait qu'il ne respecte pas ce principe de minimisation. Donc il y a à travers celui-ci une sorte d'exigence qui est transversale à l'ensemble du projet, qui est patent dans le RGPD et qui va faire une pression sur le partenaire industriel afin que chaque projet ne recueille que les données strictement évidemment nécessaires. Mais bon, on voit bien la limite de ce genre de principe, c'est que dès l'instant où un projet permet de déboucher sur une nouvelle thérapeutique avec un bienfait manifeste, les idées vont naître, les débats au sein de l'équipe vont être stimulés par ces premiers résultats et le désir va être très très fort de poursuivre le développement du projet au-delà des limites initialement prévues et donc d'avoir besoin de davantage de données. Et le serpent se mord ainsi la queue parce qu'on s'est contraint au départ en respectant le principe de minimisation et on se retrouve à l'arrivée avec une thérapeutique qui est peut-être pas aussi performante ou pas aussi efficace que celle qu'on aurait souhaité et qui ne tient pas l'intégralité de ses promesses. À cela vont se greffer un certain nombre d'autres difficultés qui sont liées au principe éthique de la recherche, souvent brandis en toute connaissance de cause et en parfaite maîtrise par les professionnels de terrain, mais mal designés au départ du projet. Les principes de bonne pratique clinique, l'ensemble des règles du code de déontologie respectées par les conseils des ordres,
Les principes éthiques qui sont propres à la recherche elle-même ou au développement de l'activité du professionnel vont être parfois des freins à l'innovation. Donc pour ce faire, afin d'éviter de se retrouver bloqués, les entreprises vont avoir recours à des conseils extérieurs, de l'accompagnement, des cabinets de consultance et bien évidemment vont être incités à nommer des DPO et des DPD. Je vais passer un peu plus rapidement sur la suite. Martin, si vous le voulez bien, sur cette slide que vous pourrez consulter à tête reposée, vous avez le document qui est au cœur de la démarche de conformité et ce par lequel nous allons à la PHP systématiquement commencer notre travail d'accompagnement et d'évaluation, c'est-à-dire l'analyse d'impact de la protection des données qui fait une syndic complète et le tour des menaces, des risques en les codifiant, en les cotant, en les évaluant, principalement sous l'angle de l'intrusivité dans la vie privée des personnes. Des éléments de cybersécurité vont bien sûr être appréciés à ce moment de l'étude, mesures techniques, mesures organisationnelles, mesures humaines, principes élémentaires de protection vont être au cœur de la démarche, ce qui permettra de déclencher l'accès à la donnée et de permettre de rassurer à la fois les équipes de soins et les établissements de santé sur le sérieux du partenaire industriel. Celui-ci va pouvoir donc mener son projet dès lors qu'il aura laissé entre les mains de son interlocuteur une analyse d'impact qui attestera de l'innocuité de son projet. De ce point de vue, on se rend compte que l'analyse d'impact de protection des données transmet la CNIL si et seulement si des risques résiduels apparaissent élevés, c'est dans l'encadré central. Néanmoins, un excès de précaution a conduit peut-être à une forme d'engorgement des circuits de traitement, puisque ne sachant pas comment qualifier cette résidualité du risque, par précaution, la plupart des partenaires industriels transmettent l'analyse d'impact à l'autorité de régulation de la rue Vivienne, même si ce n'est pas absolument nécessaire. On va pouvoir continuer et passer, s'il vous plaît, Martin. Donc, bien évidemment, les données de santé, quand elles sont mal qualifiées au départ, aboutissent à un risque de cyberinsécurité. Il est déjà arrivé de voir des partenaires industriels essayer de faire passer des données de santé comme étant des données identifiantes classiques ou comme étant triviales et donc non nécessaires. Et les problèmes vont se manifester dès le stade de l'exécution du projet avec des questions, des interrogations, des points irritants, des jalons qui ne seront pas correctement franchis par les différents partenaires de la recherche. Et je ne parle pas des risques de sanctions qui pèsent sur les différentes parties prenantes dès lors que la qualification de la donnée est très mal opérée. Ces contrôles et sanctions sont l'apanage de l'autorité de régulation. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir voir évoluer la donnée de santé dans l'avenir immédiat et à moyen terme? C'est le deuxième point que je souhaiterais développer avec vous. Tout d'abord, la requalification exacte des différentes données va être nécessaire et surtout, on voit apparaître dans le scope de la jurisprudence récente une extension de son périmètre. La jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne du 1er août dernier, la jurisprudence OT, a permis de mettre en place une ouverture faisant que des données sensibles sont désormais qualifiées comme telles à raison de leur contexte de traitement. Et cette jurisprudence, pour protectrice qu'elle soit des libertés individuelles, peut s'avérer à la fin délétère pour les projets de recherche, puisque finalement tout peut être considéré comme étant une donnée sensible. Et si on mutatis mutandis, si on transpose le raisonnement de la Cour de justice de l'Union rendu dans le domaine de la lutte contre la corruption au projet de recherche en données de santé, si on applique les mêmes raisonnements, on pourrait très vite arriver à une surqualification des différentes données. Ce qui amènerait les différentes entreprises, les partenaires industriels à revoir l'ensemble de leurs documents de conformité de fond en comble, à basculer sur d'autres types de qualificatifs et de régime juridique. Cette jurisprudence, moi, m'inquiète dans la mesure où elle pourrait particulièrement chambouler l'avenir des traitements de données. Je n'appelle pas à une rationalisation de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, ce serait très prétentieux de ma part. En revanche, il me semble qu'il faut faire preuve de prudence et si une extension du périmètre de la donnée doit être contestée, si
duplication de la méthodologie suivie par la Cour de Luxembourg doit être opérée, il faudra que des garde-fous soient donnés aux établissements publics, aux partenaires industriels et aux personnes concernées au moment où celle-ci sera opérée. La deuxième mutation qui est en cours, c'est celle de l'évolution du système national de données de santé lui-même. Je vais passer sur cette slide parce qu'elle retrace l'historique de l'évolution du SNDS depuis le début de ses origines, à la fin du XXe siècle, avec les principales étapes. Je vous laisserai consulter la chose à tête reposée, c'est une vision strictement historique. En revanche, ici, c'est beaucoup plus intéressant parce qu'on voit, comme le disait Martin il y a un instant, la possibilité qui est faite aux différentes personnes, qu'elles soient publiques ou privées, de constituer des entrepôts de données de santé, moyennant un avis du CESRES, du Health Data Hub, comité éthique scientifique qui, en toute indépendance, va rendre des avis sur les projets qui lui seront présentés. Et moyennant le suivi d'une méthodologie de référence qui est la MR004, ces entrepôts de données de santé sont demain le lieu où la recherche va s'opérer, où la création de valeur sera très certainement la plus forte et où les opportunités vont se manifester pour l'ensemble des parties prenantes, qu'elles soient publiques ou qu'elles soient privées. L'on constate également que la CNIL a lancé une opération de consultation qui s'est terminée le 18 février 2022 afin de modifier d'autres méthodologies de référence, la MR005 et la MR06, selon que l'on soit un partenaire ayant un intérêt légitime à faire un tel traitement de données ou un partenaire participant à l'exécution d'une mission de service public. Ça ne veut pas dire disposant de prérogatives de puissance publique, mais simplement la participation à la mission de service public pourrait permettre l'inscription de cette méthode du processus dans cette EMR. Et là, il faut suivre de près les publications que la CNIL ne manquera pas de rendre publiques sur la base de ces méthodologies de référence, parce qu'elles donneront les lignes directrices qui permettront de mettre en conformité les pratiques, les documents opérationnels sur ce terrain. Je ne sais pas comment les partenaires industriels vont se comporter, mais il y a probablement ici un foyer d'opportunité sur lequel on pourra revenir un peu plus tard pendant la partie de débat si vous le souhaitez. Troisième évolution souhaitable des données de santé, c'est la multiplication des demandes qui vont être faites au Health Data Hub. On a pu constater un grippage des rouages de celui-ci, ne serait-ce qu'en nombre de projets, de dossiers déposés, de dossiers instruits ou transmis à son comité éthique et scientifique. Dans le courant de l'année 2019 et 2020, l'actualité pandémique l'a commandé. Beaucoup de projets ont été élaborés et transmis pour faciliter le soin, mais on constate une réduction de ceux-ci au cours de l'année 2022. Si les projets ne sont plus transmis au Health Data Hub, les entrepôts de données de santé pourraient effectivement se retrouver rendus inutiles et l'effort présenté par Martin il y a un instant restait lettre morte. Il est très probable, et là je vais m'avancer un petit peu, mais je prends le risque, tant pis pour moi, qu'un tel effort soit désormais considéré comme étant délicat par les partenaires industriels du fait de la durée de traitement des dossiers par la plateforme de données de santé. Il faut, je pense que celle-ci accélère ces procédures, prenne en compte l'ensemble des intérêts en présence et facilite le traitement de ces dossiers. Je sais de source sûre que la plateforme de données de santé souffre également d'un grand turnover en son sein. Et par conséquent, ce remplacement des personnels ne facilite pas la transmission des dossiers, non plus leur accélération. Donc il y a ici un enjeu qui est lié à la fois au management de la donnée de santé, au management du Health Data Hub dans son écosystème, au management au sein du Health Data Hub lui-même. Et je terminerai par deux autres points, des questions que je voudrais soulever avec vous. Au fond, lorsqu'il s'agit de parler de données de santé, on veut mettre en place un espace facilitant l'authentification et l'identification des utilisateurs à travers différents espaces dématérialisés. L'identifiant unique, qui a été introduit par l'ordonnance de 2021, doit permettre l'accès à plusieurs services de santé en ligne au bénéfice de l'ensemble des citoyennes et des citoyens. À nouveau, c'est une question d'équilibre entre différents impératifs démocratiques. L'interopérabilité en fait partie. Je terminerai par l'intelligence artificielle après avoir fait un détour par l'interopérabilité. Mais qui va faire
cet arbitrage. Souvent, le décideur public consulte son DSI, il demande aux différents partenaires privés de fournir les garanties maximales de sécurité, de vie privée, d'accessibilité, de compatibilité et de consentement. Or, il arrive parfois dans les projets que l'ensemble de ces impératifs soient incompatibles entre eux, et c'est un arbitrage donc que l'on ne doit pas laisser seulement aux hommes et aux femmes de l'art, aux techniciens, aux opérationnels sur le terrain. Au sein du Digital Medical Hub, j'ai vu trop souvent des conseilleurs devenir des décideurs, des DSI être en position de prendre le lead sur des dossiers qui appelaient des arbitrages politiques. La situation ne peut pas rester ainsi et il faut donc une saine gouvernance de la politique de traitement des données dans les consortiums, dans les partenariats publics-privés qui dépassent, qui subliment les politiques de sécurité des systèmes d'information et les politiques de sécurité de la donnée à l'intérieur des différentes sociétés. Dernier point, je vais passer l'interopérabilité logique, l'interopérabilité sémantique, Martin, si vous le voulez bien. Le dernier point, c'est le cadre sur l'intelligence artificielle. La donnée de santé de demain, elle va présenter un enjeu majeur pour les traitements algorithmiques, notamment à travers l'imminent règlement relatif aux intelligences artificielles qui entend mettre les intelligences artificielles de traitement des données de santé parmi les traitements à haut risque. Dès l'instant où une data de santé est incluse dans un processus automatique de traitement algorithmique, le traitement doit être considéré comme étant à haut risque et par conséquent faire l'objet de nombreuses précautions. Ce faisant, l'AI Act en gestation s'est aligné sur le règlement général sur la protection des données quant aux précautions à apporter, aux traitements à opérer et aux sanctions qui sont susceptibles d'être prononcées en cas de manquement. Tout cela va dans un sens à la fois au niveau français, au niveau international avec l'OMS et au niveau européen avec la Commission européenne, le Conseil et le Parlement, d'une régulation européenne de l'intelligence artificielle qui va être difficile à établir. 2 textes sont attendus sur ce terrain, le règlement lui-même et la directive qui l'accompagne sur la responsabilité. Je remarque également qu'au même moment, la Commission européenne veut réviser la directive sur les produits défectueux de 1985, qui a été transposée en 1998, si je me souviens bien, dans notre ordre juridique, afin que ceci soit applicable au logiciel. Donc on sent que l'Europe veut combler tous les trous dans la raquette pour que l'ensemble des données numériques concernant les personnes, les données de santé concernant les patients, fassent l'objet d'une régulation au plus stricte et que la responsabilité des partenaires industriels soit fortement renforcée sur ce terrain-là. Et pour pouvoir y parvenir, ce sera mon dernier point et ma conclusion, il va falloir mettre en place des groupes de travail sur l'encadrement et la régulation de l'intelligence artificielle, les données de santé qui passeront par les systèmes bayésiens, les systèmes experts ou les autres systèmes d'intelligence artificielle vont devoir suivre un certain nombre de process. Initialement, dès la conception, plus que de la privacy by design, il faudra mettre en place une ethic by design qui anticipera les biais de traitement, qui anticipera également les mauvaises qualifications et les erreurs de jugement. Mais ça va être entre les mains de l'ensemble des personnes qui seront les parties prenantes. J'ai parlé un petit peu trop longtemps, Gaël, je vous prie de m'en excuser. J'espère que ce point vous aura intéressé et je termine là mon propos. Merci à tous et à toutes de votre attention et merci à Martin qui a œuvré pendant mon allocution. Merci à vous. Gaël, tu veux reprendre la main? Écoute, a priori, je peux reprendre la main là, désormais. Donc, okay. D'accord, vas-y. Merci. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, très bien. Merci, Gaël. Super, merci. Bon, merci beaucoup, Nicolas. Merci, Martin, parce que tous les deux, en fait, vous m'avez fait un super tremplin pour l'avocat concurrence que je suis. Puisque Martin, d'abord, tu as abordé la question de la valeur de la donnée de santé, valeur scientifique, valeur stratégique de plus en plus avec le market access qui prend davantage de poids sur la donnée, qui se tourne de plus en plus là-dessus. On en reparlera un tout petit peu tout à l'heure.
Et donc, puisqu'on parle de la valeur scientifique, de la valeur stratégique avec le market access qui amène à une régulation du prix, bah, nécessairement, on va appeler à une valeur économique. Donc, et puisqu'on dit économique, bah, très vite, on en arrive un petit peu sur la question à l'idée du marché. Et si on a un marché de la donnée, bon là, nécessairement, on arrive sur une problématique qui, moi, m'intéresse beaucoup en droit de la concurrence, puisque on arrive sur le droit de la concurrence, puisque le droit de la concurrence, c'est le droit du marché. Et si on regarde aussi l'intervention et les développements de Nicolas, on est sur une réglementation de la donnée de santé, de l'IA, qui est de plus en plus foisonnante, prégnante. Tu disais, Nicolas, qu'on était également sur de plus en plus sur, pour reprendre ton propos, des velléités du régulateur pour combler les différents trous que la raquette pouvait avoir jusqu'à présent. Et cette forte régulation appelle aussi à peut-être un peu d'une problématique concurrence, puisque que l'on respecte ou non cette réglementation, qui est de plus en plus forte, ça peut présenter un avantage concurrentiel. Et on sait que, par exemple, le fait justement de ne pas respecter la réglementation RGPD a été considéré comme étant un avantage concurrentiel indu qui est susceptible de causer une faute, un fait générateur de responsabilité susceptible d'engager la responsabilité pour concurrence déloyale d'un opérateur économique. Donc là, c'était de mémoire le tribunal judiciaire en 2022. Et vous voyez que donc, puisqu'on appelle à une certaine valeur, à de la réglementation sur les données, donc nécessairement on appelle à des problématiques donc relatives au droit de la concurrence. Et c'est vrai que le droit de la concurrence dans le secteur pharma ou en tout cas des produits de santé a toujours été un petit peu, alors pas le parent pauvre, il ne faut pas aller jusque-là non plus, mais à tout le moins a toujours été un petit peu mis de côté, en tout cas par rapport à la réglementation, parce que la réglementation dans le secteur pharma, dans le secteur des produits de santé est tellement présente que on a une tendance souvent à l'oublier et en tout cas à le mettre peut-être en annexe. Le problème, c'est que trop souvent, et ce de plus en plus, dans ce secteur qui est de plus en plus regardé par les autorités de concurrence, il faut justement se saisir de cette question immédiatement, de sorte à ce qu'il n'y ait pas, entre guillemets, une bêtise qui soit faite dès le départ, et que la question des données soit tout de suite embrassée dans le bon sens au regard du droit à la concurrence. Alors, je vous propose très rapidement de voir un petit peu de positionner un petit peu les problématiques concurrentielles sur la donnée de santé, les échanges de données de santé, et ensuite de voir un petit peu comment, très classiquement, le droit de la concurrence avec le droit des ententes et le droit des abus de position dominante, quelles réponses d'ores et déjà peuvent être apportées sur ces problématiques. Donc tout d'abord, on va voir un petit peu le positionnement des problématiques, de l'échange des données de santé. Alors, on voit qu'effectivement, avec le recours exponentiel des données qui est fait par les industriels de santé, avec le développement aussi de la technologie qui va avec, et aussi l'impulsion qui est donnée par les autorités sanitaires et les autorités économiques, en clair les autorités de tutelle, sur justement ce recours aux données de santé. Alors tout à l'heure, Martin, vous parlez effectivement des accès dérogatoires avec l'accès précoce, où on a de plus en plus effectivement de recours aux données en vie réelle. On a également, avec la LFSS 2023, les médicaments de thérapie innovante avec l'article 54, où on a là aussi un recours qui est fait expressement sur le recours aux données. Et on voit que sous cette impulsion, on va passer en fait d'une donnée de santé qui était jusqu'à présent très peu exploitée, puisque je lisais dans une étude de l'Alliance pour la recherche pour l'innovation des industries de santé, l'ARIS, que les laboratoires jusqu'à présent n'utilisaient que 10%
des données qui étaient générées dans le cadre des essais cliniques. Donc, il y a un énorme potentiel, aussi bien sur les essais cliniques que sur les données en vie réelle. Et justement, là-dessus, les laboratoires ont vocation à davantage partager les données de santé dans un but de santé publique pour le patient, mais aussi pour un but économique. Et l'ARIS, toujours, nous dit que en fait, tout va se situer au niveau des modèles économiques qui sont à définir entre soit un partage totalement ouvert de la donnée, hein, comme ça peut être le cas avec le Health Data Hub ou le SNDS. L'autre modèle extrême, c'est le partage fermé des données où on est dans le cadre, par exemple, d'accords entre des laboratoires ou sinon entre un établissement public et un labo, par exemple, pour des données, mais en circuit fermé. Tout l'enjeu, en réalité, va se situer sur des modèles qui sont semi-ouverts. Et lorsque, effectivement, il va y avoir un accès qui va être plus ou moins restreint dans un sens non pas péjoratif, hein, dans un sens positif de la donnée. Et là, dans ces conditions-là, il peut y avoir effectivement des difficultés au regard du droit de la concurrence, ou à tout le moins, il faut avoir certains points d'attention par rapport au droit de la concurrence. Et je vous en donne quelques exemples que j'ai pu lire il n'y a pas si longtemps que ça. Tout d'abord, il y avait une étude de la CNIL sur le règlement sur la gouvernance des données, hein, qui date de janvier dernier, et qui qui précise qu'il y a 3 grands modèles d'affaires pour la gouvernance des données. Alors tout d'abord, il y a le modèle qui est financé par les individus qui fournissent les données. Ça, ça va se faire peut-être par souscription, par abonnement, mais en réalité, les avantages et les inconvénients sont assez faibles, mais en réalité, le potentiel est là aussi assez faible. Ensuite, il y a un modèle qui est financé par les utilisateurs de la donnée, où là, pour le coup, il y a un potentiel qui est énorme, mais le problème, c'est qu'il y risque d'avoir pas mal de disparités de diffusion, par exemple, de l'information qui ne va pas nécessairement être maîtrisée. Et enfin, il y a un modèle qui est beaucoup plus intéressant et qui est le modèle financé par la réciprocité. Et donc, toutes les problématiques de consortium qui sont susceptibles pour être existées. Et là, la CNIL cite l'exemple, par exemple, de la gestion des données de santé à des fins de recherche thérapeutique. Donc, vous voyez, on est en plein là-dedans. Avantage qui est donné par la CNIL, c'est la simplicité de fonctionnement, et inconvénient qui est identifié d'ores et déjà par la CNIL, c'est de potentiels effets concurrentiels. Donc, vous voyez que là, tout de suite, la CNIL entrevoit en tout cas des difficultés au niveau du droit de la concurrence qui doivent être à tout le moins réfléchies. Il y a également un 4e modèle qui est susceptible de pouvoir être envisagé par la CNIL. C'est un modèle qui serait financé par un acteur dominant sur le marché qui souhaiterait ouvrir ses données à d'autres. Et là, l'avocat concurrence que je suis pense dominant, risque d'abus de position dominante. Et là, vous entrez potentiellement sur des risques d'infraction au regard des règles du droit de la concurrence. Vous avez également d'autres risques concurrentiels qui sont potentiellement susceptibles d'être identifiés sur la valorisation de l'accès et du partage de la donnée. Et je reviens toujours sur mon étude de l'ARIS, hein, qui était super intéressante, et qui nous dit « Le partage de données, surtout lorsqu'il est ouvert, nécessite toutefois la définition de bonnes pratiques. » Là, tout de suite, en droit de la concurrence, qui dit bonne pratique susceptible d'être définie par des opérateurs, dit attention, risque d'accord de normalisation. Donc, si on dit accord de normalisation, dit risque potentiellement d'entente. Ça, c'est le premier point. Ensuite, il y a aussi ces partages doivent être encadrés. Il faut définir des scénarios de gouvernance, quels sont ces scénarios, etc., etc. Et surtout, on nous dit il convient également de définir les finalités interdites, un petit peu comme ce qui se fait pour le CNDS, ainsi que des règles d'utilisation dans une charte de bonne pratique, on y revient, afin de limiter les risques liés aux données sensibles. Et par exemple, on donne le cas de l'utilisation de données cliniques par le concurrent pour remettre en question un produit.
Et là aussi, ça évoque des précautions à prendre au regard du droit de la concurrence, parce que qui dit finalités interdites dans le cadre d'un système d'accès ou de partage de données est susceptible de pouvoir, dans une certaine mesure, enfreindre les règles du marché. Et donc là aussi, il y a des précautions à prendre. Donc je vous propose donc de voir un petit peu ces points dans le cadre de mon développement sur d'abord la question de l'échange des données au regard du droit de la concurrence, du droit des ententes, pardon. Et le point qu'il faut savoir sur le droit des ententes, c'est que les systèmes d'échange de données, les systèmes qui sont susceptibles là aussi d'avoir des accords avec des données qui sont susceptibles de se produire entre des concurrents, qui ont vocation à aboutir à des répartitions de marché, des territoires, de clientèle, on est potentiellement sur des accords qui ont un objet anticoncurrentiel en ce qu'ils sont, par nature, nuisibles au fonctionnement du marché. Et donc là, il faut avoir une attention extrêmement particulière dessus parce que ça veut dire qu'il y a une présomption de l'effet anticoncurrentiel de ces pratiques. Et s'agissant plus particulièrement des échanges d'informations, le principe est que ça se fait naturellement dans tous les secteurs économiques, et dans tous ces secteurs économiques, on se dit que l'échange d'informations en tant que tel est susceptible de générer des gains d'efficacité. Mais également, il est susceptible de produire des effets restrictifs sur le jeu de la concurrence. En quoi? Dans le fait que l'échange d'informations va accroître la transparence sur le marché entre les concurrents, et cette transparence sur le marché peut permettre, dans une certaine mesure, à des concurrents de se coordonner, ou sinon, il peut permettre, ou peut permettre à ces concurrents de se surveiller mutuellement sur le marché pour être sûr que tout le monde suit une ligne de conduite qui était plus ou moins convenue entre eux. S'agissant des données, parce que là, on parlait sur certains types de données, mais est-ce que, s'agissant des données de santé, on est sur, comme je le disais, des données stratégiques? Alors, qu'est-ce que c'est que la notion de données stratégiques? Alors, les autorités de concurrence rattrapent toujours un petit peu le marché, qui a toujours un petit peu d'avance, et les données stratégiques, très traditionnellement, classiquement, ce sont naturellement les données qui vont, par définition, être susceptibles de diminuer l'incertitude des entreprises sur le marché, qui sont susceptibles de pouvoir leur donner en fait une transparence sur les décisions, les politiques stratégiques de leurs concurrents sur le marché. Et donc pour ça, très classiquement, il y a les prix, les conditions commerciales, les listes de clients, les investissements, les stratégies de recherche-développement, etc., etc. Et sur des points, on voit que donc tout ce qui va toucher à la recherche-développement, et donc on ne peut pas dire par extension à toutes les données qui viennent de la R&D, sont susceptibles donc de constituer des informations stratégiques. Mais à tout le moins, la donnée de santé en tant que telle, est-ce qu'elle est susceptible d'être stratégique en tant que telle? Le sujet est vaste. Pour l'instant, aucune autorité de santé, de concurrence, s'est positionnée sur ce point, mais la question mérite d'être posée parce qu'elle va nécessairement se poser par la suite. Et donc, ça amène à une première série de questions s'agissant des échanges de données de santé. C'est est-ce que les données de santé donc, sont des données stratégiques sur le plan anti-concurrentiel? Ça, c'est la première question à se poser lorsqu'on va ou qu'on y réfléchit à entrer dans un système d'échange de données. Et la deuxième question, un petit peu dans cette première série de questions, c'est est-ce que l'échange de données dans lequel je serais susceptible de participer, est-ce qu'il est sensible? En clair, est-ce qu'il me permet de lever l'incertitude sur la stratégie ou la politique R&D, par exemple, d'investissement de mes concurrents présents dans ce système d'information. Là, autant vous le dire tout de suite, on n'a pas
de décision des autorités de concurrence qui répond précisément à ces questions. En revanche, on peut les regarder déjà dans les secteurs voisins sur de la donnée de santé et voir un petit peu des cas des précédents. On voit que même dans le secteur pharma, même des échanges d'informations qui ne portent pas sur de la donnée de santé en tant que telle, mais qui sont susceptibles de porter sur des éléments autres que du prix, etc., sont susceptibles de faire difficulté. Et par exemple, on a un exemple assez intéressant qui s'est produit lors en fait de la crise de la Covid. Dès avril 2020, on a l'association représentative Medicines for Europe, l'association donc représentative des génériqueurs en particulier, qui a sollicité une lettre de confort de la Commission européenne pour faire valider une coopération, un projet de coopération entre les laboratoires qui avait vocation à identifier les risques de pénurie sur certains produits qui étaient nécessaires à la lutte contre la Covid, on regarde le traitement contre la Covid, pour s'assurer en fait de pouvoir avoir une bonne visibilité sur les besoins des patients pour ces produits et également sur le niveau d'offre de ces produits des différents laboratoires à travers l'Europe. Et donc, ça impliquait une coopération entre les différents laboratoires pour connaître notamment leur niveau de stock, leur capacité de production, les éventuelles, entre guillemets, stratégies qu'ils pouvaient avoir, de sorte à ce que tout le monde, enfin en tout cas tous les producteurs, ne se rabattent pas sur certains types de produits et puissent avoir une offre la plus diversifiée possible et la plus homogène possible, de sorte à ce qu'il n'y ait pas de rupture dans l'approvisionnement de certains produits. Et là où c'est intéressant, c'est que la Commission européenne a validé cette coopération. Alors certes, au regard en fait des circonstances exceptionnelles liées naturellement à la Covid, mais aussi au fait que la coopération ne soulevait pas de réserve dans la mesure où l'échange d'informations était certes sur des éléments stratégiques, commerciaux, mais il n'y avait pas de velléité à modifier le jeu de la concurrence et qu'il n'y avait pas non plus il y avait des garde-fous. Et sur ces garde-fous, on avait déjà la possibilité à ce que tout laboratoire puisse entrer dans la coopération. Et il y avait également des garde-fous au sens où la Commission européenne avait un droit de regard sur les accords qui étaient susceptibles d'être transmis, avait un droit de regard sur les échanges d'informations qui étaient susceptibles de pouvoir être réalisés, et enfin, les échanges d'informations passaient non pas directement entre les concurrents, mais par le prisme d'un tiers, qui était en l'occurrence Medicines for Europe, ou en tout cas un de ses prestataires, pour justement mettre les informations sous forme la plus agrégée possible, de sorte à ce qu'il n'y ait pas une identification des stratégies individuelles de chaque participant à la coopération. Donc dans ces conditions-là, la coopération a été validée. De même, toujours, si on reste un petit peu sur les domaines voisins, on voit que la donnée de santé, dans un certain sens aussi, est analysée par les autorités de concurrence. Et il y a eu une détente de l'autorité de la concurrence en été 2021 sur les logiciels des officines de pharmacie, donc les LGO. Et il y a 3 entreprises qui ont été enquêtées, ainsi qu'une association professionnelle, pour des suspicions de pratiques de verrouillage du marché, de verrouillage de l'accès de certains opérateurs à la donnée des pharmacies, aux données des pharmacies, qui est susceptible de constituer un marché en tant que tel. Et le fait de verrouiller l'accès à ces données-là est susceptible de constituer, a priori, il semblerait, une entente. La procédure est en cours. Les temps d'investigation de l'autorité de la concurrence sont toujours assez longs,
donc peut-être qu'on en saura davantage d'ici quelques mois ou quelques années. Mais vous voyez, ça donne déjà quelques éléments un petit peu de compréhension sur la façon dont les autorités de concurrence s'intéressent à des échanges de données dans le secteur de la santé et peut-être bientôt à des échanges de données de santé en tant que tel. Deuxième série de questions qui est susceptible de se poser, après la première sur est-ce que c'est une donnée stratégique et un échange de données sensibles, c'est est-ce que le système d'échange dans lequel je pourrais être amené à rentrer est susceptible de verrouiller l'accès aux données. Et là, je reviens un petit peu sur le point tout à l'heure dans l'étude à risque, qui était de prévoir des finalités interdites, des règles d'utilisation dans une charte de bonne pratique afin de limiter les risques liés aux données sensibles. Et là, l'exemple est donné sur l'utilisation de données cliniques par le concurrent pour remettre en question un produit. En soi, ça se comprend parfaitement. Mais il faut juste faire attention sur un point, c'est qu'il y a certaines finalités interdites qui pourraient faire difficulté, a fortiori dans un secteur comme le secteur des produits de santé, qui nécessairement vient toucher à la santé publique, qui vient toucher à des organismes d'assurance maladie qui sont donc des tiers financeurs par les systèmes étatiques. Et donc, vous voyez qu'on a une pression de l'État qui est susceptible d'être intéressante dans la mesure où elle peut un petit peu différer de ce qui se fait dans d'autres secteurs. Et je fais juste une petite réflexion, raisonnement par analogie, pour vous apporter une certaine attention avec ces finalités interdites sur ce qui a été fait, la façon dont les autorités de concurrence ont analysé les accords dits pay for delay, où c'était des accords transactionnels entre des laboratoires princeps et des laboratoires génériqueurs, par lesquels des génériqueurs disaient « Ok, j'arrête contre monnaie sonnante et trébuchante, j'arrête de te challenger, de challenger ton brevet, toi, laboratoire princeps, et donc j'accepte de ne pas rentrer sur le marché immédiatement, et donc de différer mon entrée sur le marché. » Pour les autorités de concurrence, ce type d'accord, sous certaines conditions, critères à respecter, sont susceptibles d'être des accords anticoncurrentiels par objet. Donc là, en clair, nuisibles par leur nature, je vous rappelle, au fonctionnement du marché. Donc vous voyez qu'il faut être particulièrement attentif à des clauses qui seraient susceptibles d'avoir pour objet ou qui auraient carrément pour objet de renoncer à challenger ou de contester les produits d'un concurrent pour avoir accès en fait aux données, parce que potentiellement, les autorités de concurrence pourraient voir ce type de clause d'un mauvais œil. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des contreparties et des arguments qui sont susceptibles de pouvoir être rétorqués, naturellement, mais voilà, j'attire juste votre attention là-dessus, de sorte à ce que vous ne sautiez pas dans ce bain à pieds joints. Après avoir vu la question des échanges de données sur le droit des ententes, voyons un petit peu sur le second grand versant du droit de la concurrence, sur le droit des abus de position dominante. Alors très rapidement, les abus de position dominante, ça veut dire d'être dominant sur son marché d'abord, et être dominant sur son marché, très schématiquement, c'est avoir plus de 50% de part de marché dans le secteur dans lequel on exerce. Deux types d'abus, des abus dits d'éviction, donc en clair quand on évince ses concurrents, ou lorsque on abuse de la situation de position dominante, qui est donc en clair vis-à-vis des clients, et c'est toutes les pratiques de prix excessif ou de discrimination. S'agissant en fait des échanges de données, la question à tout le moins de l'accès ou du partage de données, il y a une première question à se poser, première série de questions à se poser, pour s'assurer qu'une restriction d'accès ou de partage n'est pas abusive. En clair, c'est est-ce que déjà la donnée ou la base de données est une infrastructure dite essentielle. En droit de la concurrence, c'est une notion qui est fondamentale, qui renvoie à l'idée de est-ce que j'ai un bien, au sens très large du terme, une infrastructure, un équipement, qui est strictement nécessaire, indispensable, donc en clair, un concurrent potentiellement pour pouvoir exercer son activité économique sur le marché.
Et là, j'ai un précédent à pouvoir vous donner dans le secteur pharma. C'est dans l'affaire IMS Health, où vous avez un producteur d'une base de données de données pharma pour des pharmacies qui avait pignon sur rue et qui avait un système de référence. En plus, ce système était protégé par des droits de propriété intellectuelle. Ce qu'il y a, c'est que, étant très fort sur le marché, tous les laboratoires travaillaient avec ce système-là pour pouvoir récupérer en fait des données de vente en pharmacie de leurs produits, etc. Et donc, on se trouve avec des développements qui ont pu être faits par le producteur de cette base de données avec les laboratoires pour toujours optimiser le point. Un concurrent arrive, demande à avoir accès à cette base de données via une licence et le titulaire refuse l'accès à cette licence. Dans ces conditions, le concurrent donc, ne pouvait pas pénétrer sur le marché. Il est allé voir les autorités de concurrence, et les autorités de concurrence, je vous le fais schématiquement, ont dit la chose suivante. Cette base de données est effectivement, dans les conditions que je viens de préciser, une infrastructure essentielle, car en réalité, l'entreprise qui a fait cette demande a nécessairement besoin de cette licence pour pouvoir pénétrer le marché et développer en plus une activité concurrente, nouvelle d'ailleurs, à celle dérivée, pour reprendre les termes de la Cour de justice, de celle du titulaire des droits. Et il ne peut pas, en plus, reproduire de manière raisonnable cette base de données de manière effective et raisonnable, de sorte à pouvoir véritablement exister sur le marché. Dans ces conditions, le refus, qui n'est pas justifié par des considérations objectives, est susceptible de pouvoir être abusif. Vous voyez, là aussi, il faut donc prendre en considération cette pratique décisionnelle pour savoir si je suis dominant, est-ce que je suis en train de restreindre de manière abusive l'accès au marché, oui ou non. Donc en clair, est-ce que mon produit est une infrastructure essentielle? Deuxième série de questions, il y en aura d'autres, hein, mais c'est est-ce que les conditions d'accès ou de partage de ma base de données sont susceptibles d'être discriminatoires? Et là, sur la question de la discrimination, la première question qui vient à l'esprit, c'est est-ce que je peux, par exemple, conditionner l'accès à une base de données au fait de se refuser ou de s'interdire d'accéder à une base de données concurrente? Et s'il n'y a pas encore de pratique décisionnelle en tant que telle sur l'échange de données de santé à pouvoir apporter. En revanche, là aussi, il y a une réflexion par analogie à pouvoir être faite, qui est susceptible de pouvoir être faite, pardon, avec une décision de 2014 qui concerne CGDIM. L'autorité de la concurrence, en l'occurrence, avait considéré que CGDIM disposait d'une base de données, là aussi de base de données auprès des pharmacies, sur lesquelles elle était dominante. Et en fait, CGDIM, voyant un de ses concurrents arriver qui, en plus, avec laquelle elle était en différence elle avait des litiges en clair sur des problématiques de contrefaçon, en fait, refusait de donner accès aux clients de ce concurrent en leur disant vous êtes client chez mon concurrent, vous ne pouvez pas accéder à ma base de données. Or, sa base de données était dominante. Dans ces conditions, l'autorité de la concurrence a dit qu'il y avait un traitement discriminatoire des clients des laboratoires donc finaux non justifié par des considérations objectives, hein, parce que le fait d'avoir un différend avec son concurrent n'est pas objectivement justifiable pour refuser l'accès à des tiers à sa base de données. Et dans ces conditions, l'accès et le partage de la base de données qui a été refusé a été considéré comme étant abusif. Donc vous voyez que j'ai été assez synthétique, hein, mais vous voyez que les autorités de concurrence n'ont pas pour l'instant
pris de position sur les échanges de données en tant que telles, de données de santé, pardon, en tant que telles. En revanche, il y a d'ores et déjà des précédents qui sont susceptibles de pouvoir donner quelques collaborations sur la façon dont elles sont susceptibles de pouvoir analyser ces pratiques. Et ça appelle une grande vigilance de la part des établissements publics qui ont une activité économique ou sinon des laboratoires dans le cadre de leur échange de santé en vue d'une bonne valorisation économique des données santé. Voilà, je vous remercie.